Allez, c'est parti. On s'attaque aujourd'hui à une œuvre essentielle du programme du bac de français, La rage de l'expression de Francis Ponge. L'idée, c'est simple. On va décortiquer ensemble son projet, qui est vraiment unique, pour avoir toutes les cartes en main le jour de la dissertation. Alors, voilà le programme. On va commencer par comprendre le problème de base que Ponge essaie de régler, ce qu'il appelle, avec un peu d'ironie, le ronron poétique. Juste après, on va entrer dans son atelier pour voir comment il s'y prend, quelle est sa solution. Puis, on décortiquera sa méthode, avant de se demander « mais pourquoi il fait tout ça ?» Et bien sûr, on terminera en voyant comment utiliser tout ça très concrètement pour la dissertation. Première étape donc, le point de départ de Ponge. Parce que pour bien comprendre sa démarche, il faut d'abord voir ce qu'il rejette. Il commence par poser un diagnostic sur la poésie de son temps. Et voilà, le fameux ronron poétique. C'est une expression géniale, non? C'est un peu moqueur, et ça dit tout. Ce qu'il vise, c'est la poésie lyrique, classique, celle qui est toute centrée sur les états d'âme du poète, la belle musique des mots. Pour Ponge, tout ça c'est devenu une sorte de manège qui tourne en rond, c'est prévisible, et lui, il veut en descendre à tout prix. Là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a la poésie traditionnelle où le moi du poète est énorme, il est au centre de tout. L'objet, que ce soit une fleur, un lac, ce n'est qu'un prétexte pour parler de ses propres sentiments. Et de l'autre, on a le projet de Ponge, qui est un virage à 180 degrés. Lui, il veut que le poète s'efface, qu'il disparaisse presque, pour laisser toute la place à l'objet, même l'objet le plus modeste. Bon, d'accord, il n'aime pas le ronron poétique. Mais alors, il propose quoi à la place? Pour le savoir, on va pousser la porte de son atelier. On entre avec lui pour voir comment il construit son alternative. Et là, c'est une vraie révolution. Fini le cliché du génie romantique qui attend que la muse vienne lui souffler des vers à l'oreille. Non, non. Avec Ponge, le poète devient un bosseur. C'est un artisan qui travaille la matière des mots. Un savant, un chercheur penché sur son microscope dans un laboratoire. C'est un vrai boulot, un effort, quelque chose de très concret. Cette citation, elle est absolument géniale pour comprendre sa philosophie. Il parodie carrément la Déclaration des droits de l'homme pour dire que l'objet a des droits. C'est une idée seule, et en même temps très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'objet, le patron. Le poème n'est plus là pour se servir de l'objet ou de le décorer. Non, le poème est à son service. C'est lui la star. Ok, l'idée est forte. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment il fait, ce poète scientifique, pour travailler? Allez, on va zoomer sur sa méthode. En gros, on peut voir son processus en 3 temps. Mais attention, ce ne sont pas vraiment des étapes séparées. C'est plutôt 3 manières de se battre avec les mots, de travailler la langue. Ces 3 actions, c'est consulter, expérimenter et lutter. Premier temps, consulter. Et là, c'est déjà très surprenant. Pour décrire un œillet, son premier réflexe, ce n'est pas de regarder par la fenêtre, c'est d'ouvrir le dictionnaire, le fameux littré. Il va chercher l'origine du mot, ses définitions, son histoire. Il part du savoir objectif pour essayer de se débarrasser de tous les clichés. Et cette recherche de la justesse, ça l'oblige à se corriger tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'épanorthose. En fait, c'est simple. C'est quand on écrit quelque chose, et puis on rature, on précise, on nuance, entre parenthèses. Ponge fait ça constamment. Et du coup, il nous montre tout, ses doutes, ses essais, ses erreurs. Le poème n'est plus un bel objet lisse, ça devient le carnet de bord d'un chercheur. Deuxième temps, l'expérimentation. Là, on est vraiment dans le labo du scientifique. Ponge prend les mots comme de la pâte à modeler. Il les malaxe, les étire, les réassemble. Il joue avec les sons, avec la forme des lettres sur la page. Il cherche à créer une sorte de lien physique presque magique entre le mot et la chose. Regardez cet exemple avec le mot « oiseau ». C'est fascinant. Il se dit « c'est super, il y a toutes les voyelles ». Mais ce S au milieu, ça le chagrine. Alors il teste. Et s'il mettait un L, comme dans L, ça donnerait « willow ». Ou encore mieux, un V qui visuellement ressemble à des ailes qui s'ouvrent. Wivo. En fait, ce jeu, ça renvoie à une très vieille théorie qu'on appelle le kratilisme. C'est l'idée qu'il y aurait un lien naturel entre un mot et ce qu'il représente. Ponge n'est pas naïf, il n'y croit pas forcément. Mais il se dit, et si ce lien n'existe pas naturellement, c'est le boulot du poète de l'inventer, de le fabriquer. Et on arrive à la 3e facette, la lutte, qui culmine avec cette idée assez violente, l'assassinat du poème par son objet. Le mot est fort, hein? Et il veut dire que si on prend l'objet vraiment au sérieux, cette quête de vérité va forcément faire exploser la jolie forme du poème traditionnel. Adieu la belle musique, la réalité brute de l'objet prend le dessus et tue le vieux poème. Alors à ce stade, on peut se demander, mais pourquoi tout ça? Pourquoi un tel acharnement? C'est parce que derrière tout ce travail sur les mots, il y a un but bien plus grand, un projet presque philosophique. Ce n'est pas juste un exercice de style.
L'ambition de Ponge, elle est immense. Il veut donner une voix aux objets muets, renouveler notre regard, nous faire redécouvrir le monde avec des yeux d'enfant, décaper notre langage de tous les clichés, et enfin, le but ultime, faire avancer l'esprit humain. Rien que ça. Et il le dit lui-même, noir sur blanc. Son but est poétique et politique. Politique? Comment ça? En s'attardant sur un simple galet ou un cajot, il fait un geste politique. Il refuse la hiérarchie habituelle entre les sujets nobles et les sujets sans intérêt. Il donne de la dignité, une place dans notre monde, aux choses les plus simples. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus vertigineuse de Ponge. Il est convaincu que notre langage façonne notre perception du monde. Autrement dit, on ne voit que ce qu'on peut nommer. Donc, si un poète arrive à créer des expressions plus justes, il ne fait pas que de la littérature. Il ajoute, littéralement, de nouvelles qualités à l'homme. En changeant les mots, on change l'humain. Bon, tout ça c'est passionnant, mais revenons à nos moutons, la dissertation du bac. Comment on fait pour utiliser toutes ces idées de manière efficace dans une copie? Allez, on rassemble les pièces du puzzle. Ce tableau, il faut le voir comme une super boîte à outils. Quel que soit le sujet qui tombe sur Poulengy, on peut s'appuyer sur ces 4 piliers. On a un texte à commenter? On cherche les traces du poète artisan, les ratures, les doutes. On analyse comment la forme est dictée par l'objet, c'est la primauté de l'objet. On relève les expériences sur les mots, c'est la crise du langage. Et pour une troisième partie qui a de l'envergure, on explique en quoi ce n'est pas un jeu gratuit, mais bien une démarche avec une portée éthique et politique. Et on termine avec une question, une ouverture pour la réflexion. On se souvient peut-être de Rimbaud qui rêvait d'un poète multiplicateur de progrès. Eh bien Ponge, lui, il dit « Je ne suis pas un poète, je suis un savant ». Mais en se battant avec la langue pour mieux dire le monde, est-ce qu'il n'est pas finalement ce fameux multiplicateur de progrès? C'est une super question à se poser et ça peut faire une excellente ouverture en conclusion de dissertation.